Je m'appelle William, j'ai 34 ans, et le cabinet d'architecture que j'ai passé la dernière décennie à bâtir à partir de rien m'a été volé par mon propre sang. Avant de vous raconter l'appel téléphonique qui a tout changé, celui où leur avocat très cher criait si fort que j'ai dû éloigner le combiné de mon oreille. J'ai besoin que vous compreniez exactement ce qui s'est passé dans cette salle de conférence. Mais d'abord, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Cela m'aide à me sentir un peu moins seul dans ce gâchis. L'air dans la salle de conférence du Hartmann Design Studio était vicié, recyclé et imprégné du parfum cher. C'était le parfum d'Isabella. Il sentait le gardénia et l'argent. Mon frère Lucas était assis à la tête de la table en acajou, ma table, celle que j'avais conçue et construite sur mesure de mes propres mains. Quand nous avons finalement quitté le garage pour ce bureau du centre-ville, Lucas s'est adossé à ma chaise en cuir, faisant tourner un stylo doré entre ses doigts. Il avait l'air de sortir d'une couverture de magazine ou peut-être d'une affiche de soirée étudiante qui a mal tourné. Il avait 30 ans, portait un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture. Et il n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. « Signe-le, William, dit-il, sa voix douce et entraînée. Ou nous te ferons tout perdre, pas seulement le cabinet, la maison, la réputation. Nous ferons en sorte que tu ne dessines plus jamais un seul plan dans cet état. » Isabella, sa fiancée, se tenait près de la fenêtre, regardant la rue. Elle regardait le voiturier garer la toute nouvelle Porsche Panamera de Lucas, celle qu'il avait achetée avec la carte de crédit de l'entreprise que je n'avais pas annulée assez vite. Elle se tourna vers moi, son visage un masque d'indifférence ennuyée. « Ne sois pas difficile, Will, dit-elle. C'est juste des affaires de famille. » J'ai regardé la pile de documents devant moi. Le papier était épais, de qualité légale. Le texte était dense. Transfert de la majorité des parts. Renonciation à toute réclamation. Démission de William Hartmann en tant que PDG. C'était une condamnation à mort pour ma carrière. Mon avocate Sarah n'était pas là. Ils avaient parfaitement calculé leur coût. Sarah était en vol pour Tokyo pour des vacances de 2 semaines. Un voyage qu'elle préparait depuis 1 an. J'étais seul. Juste moi, mon frère, sa fiancée, un requin, et leur avocat, Victor Reyes. Victor était un petit homme avec un grand ego et un costume trop brillant. Il a tapoté un doigt manucuré sur la ligne de signature. Les conditions sont généreuses, monsieur Hartmann, compte tenu des allégations que nous sommes prêts à déposer. Des allégations. C'était leur levier. J'ai regardé Lucas. Tu vas vraiment faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai payé tes études. J'ai payé ton loyer. Je t'ai tiré d'affaire quand tu as été arrêté à Vegas. Lucas a arrêté de faire tourner le stylo. Ses yeux sont devenus froids. Tu me contrôlais, William. Tu as utilisé l'argent de maman pour me tenir en laisse. Tu me traitais comme un enfant. Tu agissais comme un enfant, ai-je dit doucement. Et maintenant, je suis le patron, a claqué Lucas. Il a frappé la table de sa main. Signe ces putains de papiers. J'ai senti une oppression dans ma poitrine, une sensation de brûlure qui n'était pas seulement de la colère. C'était du chagrin. Je regardais le petit frère que je portais autrefois sur mes épaules et je ne le reconnaissais pas. Il était parti, consumé par la cupidité et le poison qu'Isabella lui avait chuchoté à l'oreille. J'ai pris le stylo. Ma main n'a pas tremblé. Je m'attendais à ce qu'elle le fasse, mais elle était stable comme un roc. Si je signe ça, ai-je dit, regardant Victor dans les yeux. C'est tout. Je m'en vais. Plus de poursuites, plus de menaces contre ma licence, plus de tuyaux anonymes au conseil d'éthique. C'est l'accord, Victor a souri. Immunité totale en échange d'une reddition totale. J'ai regardé la ligne de signature. William J. Hartmann. J'ai pensé aux nuits tardives, au week-end passé à la table à dessin pendant que mes amis étaient au bar, à l'odeur de sueur de bois et de peinture fraîche, à la première fois que nous avons décroché le contrat Westfield. Ce cabinet n'était pas seulement une entreprise. C'était mon identité. C'était la seule chose qui me restait de l'héritage de notre mère. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai décapuchonné le stylo. L'encre a coulé, noire et permanente, sur la page. Grattement. Grattement. J'ai signé le transfert. J'ai signé la démission.
J'ai signé l'accord de non-concurrence. Isabella a laissé échapper un petit souffle satisfait. Lucas a attrapé les papiers avant même que l'encre ne soit sèche, les parcourant comme s'il cherchait un numéro de loterie gagnant. C'est fait, ai-je dit. Je me suis levé. Je me sentais étrangement léger. Vide, mais léger. Laisse tes clés, dit Lucas, sans lever les yeux. Et l'ordinateur portable, propriété de l'entreprise. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti le porte-clés en laiton. La clé de la porte d'entrée, la clé du bureau, la clé du placard à fourniture où nous cachions le bon scotch pour célébrer les grandes victoires. Je les ai posées délicatement sur la table. Bonne chance, Lucas, ai-je dit. Tu vas en avoir besoin. Je n'ai pas besoin de chance, il a ricané. J'ai le talent. Tu n'étais que le gros œuvre, Will. Je suis le visionnaire. Je me suis dirigé vers la porte. Je n'ai pas regardé les récompenses encadrées au mur. Je n'ai pas regardé le modèle de la bibliothèque municipale que nous construisions. J'ai juste marché dans le couloir, devant la réceptionniste, Julie, qui me regardait avec des yeux confus et larmoyants. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Monsieur Hartmann, a-t-elle demandé en passant devant son bureau. Prenez le reste de la semaine, Julie, lui ai-je dit doucement. Faites-moi confiance. Je suis sorti du bâtiment et dans l'air frais de l'automne. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de violet et d'orange. J'ai vu la Porsche noire garée juste dans la zone de chargement. Feu de détresse clignotant, prétentieux, tout comme lui. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'au parking public où mon camion de 5 ans était garé. Je suis monté, j'ai verrouillé les portes et je me suis juste assis là. Je n'ai pas démarré le moteur. J'ai juste serré le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. J'aurais dû être dévasté. J'aurais dû pleurer. Je venais de perdre une entreprise de plusieurs millions de dollars. Mais en regardant mon reflet dans le rétroviseur, une chose étrange s'est produite. Les coins de ma bouche ont tressailli. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un homme qui sait que la bombe a déjà été posée. Et il est le seul à savoir où se trouve le minuteur. Je suis rentré chez moi, je me suis fait un sandwich et j'ai dormi mieux que je n'avais dormi depuis 5 ans. Le lendemain matin à 8h03, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Lucas. C'était Victor Reyes. J'ai laissé sonner 3 fois. À la 5e sonnerie, j'ai décroché. Allô, ai-je dit, ma voix rauque, faisant semblant de venir de me réveiller. Hartmann. La voix de Victor est venue du haut-parleur si fort qu'elle a déformé. Il n'utilisait plus sa voix douce de tribunal. Il hurlait. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as foutu? J'ai signé les papiers, Victor, ai-je dit calmement, en sirotant mon café. Je t'ai donné exactement ce que tu as demandé. Hartmann Design Studio est maintenant le problème de Lucas à 100%. Il n'y a pas d'actif. Victor a hurlé. Je regarde les comptes. Le capital d'exploitation a disparu. La liste des clients, elle est vide. Le contrat Westfield. Où est le contrat Westfield? Oh, ça, ai-je dit, sortant sur mon balcon. Tu n'as pas lu les petits caractères des documents de restructuration que j'ai déposés le mois dernier. N'est-ce pas? Tu étais trop occupé à me menacer de fausses accusations d'abus pour vérifier les dépôts corporatifs. Tu fils de, Lucas voulait le cabinet, je l'ai coupé. Il a eu le cabinet. Il a eu le nom. Il a eu le bail du bureau, qui d'ailleurs est dû la semaine prochaine. 30 000 $. J'ai entendu un fracas à l'autre bout de la ligne. On aurait dit un téléphone jeté contre un mur. Mais pour comprendre comment j'ai réussi ça, comment j'ai trompé un avocat requin et mon frère sociopathe pour qu'ils volent une coquille vide sans valeur pendant que je m'en allais avec les millions, il faut remonter le temps. Il faut remonter au début. Au moment où j'ai réalisé que mon frère n'était pas seulement un raté, mais un monstre. Il faut remonter 5 ans en arrière, au jour où notre mère est décédée. Il y a 5 ans, la vie était différente. Plus dure mais plus simple. J'avais 29 ans. Lucas en avait 25. Notre père était décédé quand nous étions enfants. Une crise cardiaque à 42 ans. Laissant notre mère Éléanore nous élever seuls. C'était une sainte,
une femme dure et pragmatique qui travaillait des doubles quarts en tant qu'infirmière pour nous nourrir. Elle a toujours eu un faible pour Lucas. Peut-être parce que c'était le dernier-né. Peut-être parce qu'il ressemblait tellement à papa. Quelle qu'en soit la raison, Lucas avait les nouvelles baskets. J'avais les vêtements d'occasion. Lucas avait le pardon. J'avais les leçons sur la responsabilité. La plupart du temps, je ne m'en souciais pas. Je l'aimais. Je voulais le protéger. J'étais le grand frère. C'était mon travail. J'ai créé Hartman Design Studio dans le garage détaché de notre mère. Ce n'était pas glamour. En été, c'était une étuve. En hiver, je devais porter des gants sans doigts pour dessiner parce que le radiateur soufflant faisait sauter le disjoncteur. Mais j'avais une vision. Je voulais construire des logements durables et abordables qui ne ressemblaient pas à des boîtes en béton. Lucas voulait être riche, pas réussir riche. Il y a une différence. Il a enchaîné les majeurs à l'université, accumulant des dettes que maman remboursait discrètement. Puis il a essayé d'être des traders, puis spéculateur immobilier. Chaque fois qu'il échouait, il rentrait avec un sourire et une triste histoire, et maman ouvrait son chéquier. Puis vint la nuit du gala de bienfaisance. Je venais de décrocher mon premier vrai contrat commercial, une petite rénovation pour une banque locale. J'ai acheté 2 billets pour le gala de la fondation de l'hôpital, pensant que ce serait une bonne occasion de réseautage. J'ai emmené maman. Elle était magnifique dans sa vieille robe bleue. Lucas est arrivé en retard, et il n'était pas seul. À ses côtés marchait une femme qui arrêtait le trafic. Cette robe rouge qu'elle portait semblait absorber toute la lumière de la pièce. Elle était magnifique, oui, mais il y avait quelque chose de tranchant chez elle. Ses yeux balayaient la pièce non pas avec curiosité, mais avec calcul, évaluant la valeur. William, maman, Lucas a souri, son bras autour de sa taille. C'est Isabella. C'est une mannequin et une consultante en article. Isabella a souri. Ça n'a pas atteint ses yeux. Lucas m'a tellement parlé de vous, Eleanor est l'architecte, a-t-elle dit, ma profession comme si c'était un passe-temps. Ce soir-là, je l'ai regardé travailler la pièce. Elle ne parlait à personne qui gagnait moins de 6 chiffres. Elle s'accrochait à Lucas, lui chuchotant à l'oreille, riant trop fort à ses blagues. Je l'ai vu l'éloigner quand un serveur est venu avec l'addition de leur boisson. Et j'ai vu Lucas fouiller maladroitement dans son portefeuille, qui était vide. Il m'a regardé. J'ai soupiré et j'ai posé ma carte. Isabella a regardé ma carte. Puis elle m'a regardé. Pendant une seconde, le masque est tombé. J'ai vu du mépris. Elle était agacée que la poule aux œufs d'or soit en fait le frère aux mains calleuses, pas le joli garçon en smoking de location. 6 mois plus tard, maman est tombée malade. Cancer du pancréas. C'était rapide et brutal. J'ai déménagé mon bureau dans la chambre d'hôpital. Je prenais des appels d'entrepreneurs tout en changeant les poches. Je dormais sur la chaise à côté de son lit. Lucas venait 2 fois par semaine. Il sentait le parfum, lui tenait la main pendant 10 minutes, se plaignait de la difficulté à trouver une place de parking, puis partait. Isabella n'est jamais venue. Elle déteste les hôpitaux, disait Lucas. Une nuit, environ une semaine avant la fin, maman s'est réveillée. Elle était lucide, ce qui était rare à ce moment-là. La morphine la tenait généralement endormie. William, a-t-elle murmuré. Sa main était si fine qu'on aurait dit tenir un oiseau. Je suis là, maman. La lettre, a-t-elle murmuré. Dans mon coffre-fort, l'enveloppe bleue. Ne l'ouvre pas avant d'en avoir besoin. En avoir besoin pourquoi? Avant d'avoir besoin de te sauver, a-t-elle dit. Ses yeux étaient intenses, concentrés. Lucas, il est faible. C'est mon cœur, mais il est faible. Elle va le dévorer vivant, et elle viendra pour toi, Isabella. Maman a hoché la tête. Une larme a coulé du coin de son œil. Protège la famille, William. Mais protège-toi d'abord. Promets-moi. Je te le promets, maman. Elle est décédée 3 jours plus tard. Les funérailles étaient un flou de costumes noirs et de gratins, mais la lecture du testament est gravée dans ma mémoire avec une clarté cristalline. Nous nous sommes réunis dans le bureau de Monsieur Patterson, l'avocat de la famille. C'était un vieil ami de papa.
La pièce était sombre jusqu'à ce qu'Isabella entre. Elle ne faisait même pas partie de la famille, mais elle s'est assise juste à côté de Lucas, lui tenant la main comme si elle était la veuve éplorée. Monsieur Patterson s'est raclé la gorge. À mon fils, William, je laisse la maison familiale et le contenu du coffre-fort. Isabella a serré la main de Lucas. J'ai vu ses jointures blanchir. À mon fils, Lucas, Patterson a continué, je laisse la somme de 150 000 $ de ma police d'assurance vie. Lucas s'est redressé. Un sourire a commencé à se former. Cependant, Patterson a levé la main. Cet argent doit être placé dans une fiducie. Le fiduciaire sera William Hartman. Les fonds doivent être versés en allocation mensuelle sur une période de 5 ans. Si Lucas conteste ce testament, l'argent est reversé à une œuvre de bienfaisance. Le silence dans la pièce était assourdissant. Quoi? Lucas s'est levé. Elle ne peut pas faire ça. J'ai 30 ans. Je ne suis pas un enfant. C'était le souhait de votre mère, Lucas, Patterson a dit doucement. Elle voulait vous assurer une stabilité à long terme. C'est votre faute. Lucas s'est retourné vers moi, le visage rouge. Vous l'avez monté contre moi. Vous lui avez fait croire que je ne savais pas gérer l'argent. Lucas, assieds-toi, ai-je dit calmement. Maman était au courant des dettes de jeu. Elle était au courant des cartes de crédit. Tais-toi, a-t-il crié. Isabella s'est levée lentement. Elle n'a pas crié. Elle était bien plus dangereuse que ça. Elle a posé une main sur la poitrine de Lucas, le calmant instantanément. C'est bon, bébé, a-t-elle roucoulé. Elle m'a regardé avec des yeux froids. Des requins morts. On trouvera une solution. William est un homme raisonnable. Sa famille. Il ne laissera pas son petit frère mourir de faim. N'est-ce pas? Ce regard. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration de guerre. Alors que nous nous dirigions vers le parking, j'ai essayé de parler à Lucas. Luc, écoute. La fiducie est pour ton propre bien. Je ferai en sorte que tu aies assez pour le loyer, pour les courses. Nous pouvons investir le reste. Lucas s'est éloigné de moi. Il est monté dans la voiture d'Isabella, une berline modeste à l'époque. Alors qu'elle démarrait le moteur, elle a baissé la vitre. L'héritage est une chose délicate, William, a-t-elle dit. Il révèle qui sont vraiment les gens. Elle avait raison. Je ne savais juste pas qu'elle parlait d'elle-même. Au cours de l'année suivante, je me suis concentré sur le cabinet. J'ai enfoui mon chagrin dans le travail. Nous avons remporté l'appel d'offres pour la bibliothèque municipale. Nous avons embauché 3 nouveaux architectes. Hartman Design Studio devenait un acteur majeur dans l'État. J'ai acheté une belle maison, j'ai mis de l'argent de côté pour ma retraite et j'ai eu l'impression de construire enfin la vie que je voulais. Mais en arrière-plan, la tempête se préparait. Lucas et Isabella ont emménagé dans un appartement de luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Lucas n'a pas trouvé de travail. Pourquoi le ferait-il? Il avait son allocation. Chaque mois, je lui virais 2500 $. C'était une somme décente, suffisante pour vivre si l'on était prudent. Il n'était pas prudent. Les demandes ont commencé modestement. Et Will, la voiture est en panne. J'ai besoin de 500 $. Je l'ai envoyé. Will, Isabella a besoin de soins dentaires, ce n'est pas couvert. 1200 $. Je l'ai envoyé. Will, nous voulons créer une entreprise, une affaire d'import-export. Juste besoin de 5000 $ pour l'inventaire. C'était la première fois que je disais non. Je ne peux pas faire ça, Luc, lui ai-je dit au téléphone. La fiducie a des règles strictes, et mon argent personnel n'est pas un distributeur automatique. Tu es égoïste, il a craché. Tu es assis sur une mine d'or avec cette entreprise, et tu ne veux pas aider ton propre frère à commencer une carrière. Fais un plan d'affaires, ai-je dit. Montre-moi les chiffres, ensuite nous parlerons. Il a raccroché, silence, pendant 2 semaines. Je pensais peut-être qu'il était vraiment en train d'écrire un plan d'affaires. J'étais naïf. Puis vint l'appel téléphonique qui faillit me briser. C'était 2 heures du matin un mardi. Will. La voix de Lucas était rauque. Brisée.
Il sanglotait. Luc, qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis assis dans mon lit, le cœur battant. J'ai tout gâché, Will. J'ai vraiment tout gâché. Il hyperventilait. J'ai recommencé. Pilule. Coque. Je ne peux pas arrêter. Je vais mourir, Will. J'ai besoin d'aide. Mon sang s'est glacé. Dépendance à la drogue. Cela expliquait les sautes d'humeur, les problèmes d'argent. D'accord, ai-je dit, déjà sorti du lit et enfilant mon jean. D'accord, nous allons t'aider. Où es-tu? J'ai trouvé un endroit, a-t-il pleuré. Sunset Hills est la meilleure cure de désintoxication de l'État, mais ils ont besoin d'un paiement initial. L'assurance ne le couvre pas parce que c'est préexistant. Combien? 35 000 $ pour un programme de 90 jours. 35 000 $. C'était une énorme partie de mes économies personnelles. C'était l'argent que j'avais mis de côté pour un acompte sur un nouvel immeuble de bureau. Mais c'était la vie de mon frère. Je vais le virer directement à l'établissement demain matin, ai-je dit. Non, il a paniqué. Non, tu ne peux pas. Ils ont besoin d'un chèque de banque ou d'un virement aujourd'hui pour garder le lit. Si je n'y vais pas maintenant, je vais perdre mon courage. S'il te plaît, Will, vire-le simplement sur mon compte. Je les paierai. Isabella m'y conduit en ce moment. J'ai fait une pause. Quelque chose ne collait pas, mais le désespoir dans sa voix semblait si réel. S'il te plaît, a-t-il murmuré. Maman voudrait que tu me sauves. C'était le coup fatal. D'accord, ai-je dit. Je le ferai. J'ai viré l'argent à 9 h du matin. 35 000 $. J'ai passé le mois suivant à m'inquiéter, à prier. J'ai appelé Lucas, mais son téléphone était éteint. Pas de téléphone autorisé en cure de désintoxication, me suis-je dit. Puis, des semaines plus tard, je rencontrai un client dans un bistrot haut de gamme du centre-ville. J'étais en avance, alors je me suis assis au bar, et puis je l'ai vu. Un tout nouveau Lamborghini Urus jaune fluo s'est garé devant le voiturier. Et sortant du siège conducteur, c'était Isabella. Elle ne portait plus de vêtements bon marché. Elle était drapée de soie de créateur. Et marchant autour de la voiture pour la rejoindre, c'était Lucas. Il avait l'air bronzé, en bonne santé, pas comme quelqu'un qui se désintoxique dans un établissement. Mon estomac s'est noué. Je suis sorti, laissant mon client à l'intérieur. Lucas, il a gelé. Il m'a vu. Pendant une seconde, il a eu l'air terrifié. Puis Isabella l'a attrapé par le bras et lui a chuchoté quelque chose. Il s'est redressé. « Salut, Will », a-t-il dit, ajustant nonchalamment ses lunettes de soleil. « Tu es censé être en cure de désintoxication, ai-je dit, ma voix tremblante. J'ai payé 35 000 $ pour une cure de désintoxication. J'y suis allé, a-t-il menti. J'en suis sorti plus tôt. Je suis guéri. C'était un miracle. Et la voiture? J'ai montré la Lamborghini. C'est un leasing, a coupé Isabella. Un cadeau d'un ami. Tu m'as volé, ai-je dit, m'approchant. Tu as simulé une dépendance pour voler 35 000 $. C'était mon argent de toute façon. Lucas a crié, faisant se retourner les passants sur le trottoir. C'est mon héritage. Tu le thésaurises juste. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai réalisé que maman avait raison. Il n'était pas seulement faible. Il était pourri. C'est la dernière somme que tu auras de ma part, ai-je dit. Ne m'appelle pas. Ne viens pas au bureau. Tu es coupé. Je me suis retourné et je suis parti. Mais j'avais tort. Ce n'était pas la dernière somme car il n'avait pas fini de prendre. Couper les ponts avec un narcissique, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Ça ne les arrête pas. Ça les fait juste exploser. La semaine après l'incident de la Lamborghini, les choses ont commencé à devenir bizarres au bureau. D'abord, ce fut le service informatique. Mon administrateur CISA, Dave, est entré dans mon bureau l'air inquiet. Quelqu'un a essayé d'accéder au compte de paie à distance, a dit Dave. En utilisant vos identifiants. D'où? L'adresse IP remonte à un complexe de condos de luxe à Cherry Creek.
L'appartement d'Isabella et Lucas. Changez tout. J'ai ordonné une authentification à 2 facteurs pour tout. Mot de passe, code bancaire, portail des fournisseurs. Verrouillez tout. Puis les rumeurs ont commencé. J'avais des clients qui m'appelaient pour me poser des questions embarrassantes. William, est-ce que tout va bien avec la liquidité du cabinet? Margaret Chin, la PDG de Westfield et ma plus grande cliente, m'a demandé pendant le déjeuner. Nous sommes plus forts que jamais, Margaret. Pourquoi? Elle a hésité. J'ai reçu un email anonyme. Il affirmait que Hartman Design faisait l'objet d'une enquête pour négligence structurelle sur le projet de la bibliothèque. Il disait que vous coupiez les coins ronds pour rembourser des dettes de jeu. Mon sang a bouilli. C'est un mensonge. Un mensonge malveillant et passible de poursuite. Je vous crois, Margaret a dit, touchant mon bras. Mais vous savez comment sont les conseils d'administration. Ils deviennent nerveux. Arrangez ça, William. J'ai embauché un détective privé le lendemain, un type nommé Vance. Ex-FBI, bâti comme un distributeur automatique, facturant comme un chirurgien. Je veux tout savoir sur Isabella Cruz. Je lui ai dit qui elle était, d'où elle venait et ce qu'elle faisait à mon frère. Pendant que Vance travaillait, les attaques ont dégénéré. C'était un mardi soir, 3 heures du matin. Mon téléphone a vibré. C'était l'alerte du système de sécurité de la maison de maman. Je n'avais pas encore vendu la maison. Je n'arrivais pas à me résoudre à le faire. Elle était pleine de ses affaires, de son odeur. J'ai affiché le flux de la caméra sur mon téléphone. Mon cœur s'est arrêté. 2 silhouettes étaient dans le salon. Des lampes de poche traversaient l'obscurité. L'une portait un sweat à capuche, l'autre un trench coat. Mais je les connaissais. Je connaissais la façon de marcher de Lucas, une sorte de traînement paresseux. Et je connaissais la silhouette d'Isabella. Il saccageait l'endroit. J'ai regardé sur le petit écran Lucas arracher des tableaux du mur. Des tableaux que notre grand-mère avait peints. Il les a jetés par terre quand il a réalisé qu'il ne s'agissait pas de maîtres précieux. Où est-ce? J'ai entendu la voix d'Isabella sur le flux audio. Tu as dit qu'elle avait de l'argent. Du vrai sterling. C'est dans le buffet, Lucas a grogné. J'ai regardé mon frère, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, briser la serrure du buffet antique de maman. Il a commencé à pelleter l'argenterie dans un sac de sport. Les fourchettes que nous utilisions pour Thanksgiving. La cuillère de service que maman utilisait pour sa salade de pommes de terre. Je l'ai, dit-il. Puis il s'est arrêté. Il a regardé droit vers la caméra installée dans le coin. Il a baissé son masque. Il a souri d'un air narquois. Elle m'aimait plus de toute façon, dit-il à la caméra. Prenez l'argent. C'est mon héritage. Mon doigt a plané sur le bouton d'appeler la police de l'application. Je pouvais envoyer les flics là-bas tout de suite, cambriolage et vol qualifié. Ils seraient arrêtés en 10 minutes. Mais j'ai alors pensé au cabinet, au scandale, le frère d'un architecte éminent arrêté pour avoir volé la maison de sa mère décédée. Les titres détruiraient la réputation que j'essayais de sauver auprès du conseil de Westfield. Et il y avait autre chose, un pressentiment, un murmure de la lettre de maman. Attends d'en avoir besoin. Je n'ai pas appelé la police. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur télécharger. J'ai enregistré la vidéo sur un serveur cloud sécurisé. Continuez à creuser, ai-je murmuré à l'écran. Creusez votre tombe un peu plus profond. 2 jours plus tard, la poursuite a atterri sur mon bureau. Lucas Hartman contre William Hartman. Il me poursuivait pour dissoudre la fiducie. Il me poursuivait pour manquement à l'obligation fiduciaire. Il prétendait que je gérais mal son argent, que j'étais émotionnellement violent. Et c'était le coup de grâce, que j'avais contraint notre mère à signer le testament alors qu'elle était sous l'influence de stupéfiants. Il ne s'intéressait plus seulement à l'argent. Il s'attaquait à mon intégrité. Ils essayaient de réécrire l'histoire pour faire de moi le méchant. J'ai appelé Sarah, mon avocate. C'est grave, Will, a-t-elle dit, feuilletant le dossier. Ils ont un affidavit d'une infirmière ici. Maria Gonzalez. Qui? C'était une infirmière en soins palliatifs.
Elle affirme vous avoir entendu menacer votre mère la nuit précédant la signature du testament. Je me suis penché en arrière, stupéfait. C'est un mensonge. Je n'ai jamais attendu, Maria, l'infirmière de nuit. Je l'ai renvoyée 2 jours avant la mort de maman parce que je l'avais surprise en train de dormir au travail. Eh bien, elle est leur témoin vedette maintenant, Sarah a dit d'un air sombre. Et si cela va en procès, ça va traîner pendant des années. Vos biens seront gelés. Les comptes du cabinet pourraient être gelés en attendant un audit. Le projet Westfield, vous le perdrez. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Un règlement, Sarah a dit. Ils veulent que la fiducie soit dissoute. Ils veulent une somme forfaitaire de 500 000 $. Et ils veulent 20% des bénéfices futurs du cabinet. Jamais, ai-je dit. Si vous ne réglez pas, ils vous détruiront dans la presse, Will. Même si nous gagnons au tribunal, l'entreprise sera morte. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, me sentant comme un animal acculé. J'ai versé un whisky et je me suis assis dans l'obscurité. Puis ma sonnette a retenti. C'était Vance, l'enquêteur privé. Il tenait une épaisse enveloppe manille. Vous allez vouloir vous asseoir pour ça, monsieur Hartman, dit-il. Il jeta l'enveloppe sur la table basse. Des photos en sont tombées. Son nom n'est pas Isabella Cruz, Vance a dit, c'est Elena Voronova. Elle a été mariée 3 fois. Une fois à Miami, une fois à Londres, une fois à Dubaï. J'ai pris une photo. C'était Isabella, 5 ans plus jeune, accrochée au bras d'un homme plus âgé. Qu'est-il arrivé au mari, ai-je demandé. Le premier a fait faillite. Le second s'est suicidé après avoir perdu son entreprise. Le troisième est actuellement en prison pour détournement de fonds. Il affirme qu'elle l'a piégé. C'est une veuve noire, ai-je murmuré. C'est une professionnelle, Vance a corrigé. Et elle ne s'intéresse pas seulement aux fonds fiduciaires, William. Elle veut tout. J'ai trouvé des emails. Elle a parlé à un promoteur immobilier à Chicago. Elle essaie de leur vendre la liste de clients de Hartman Design. Elle prévend votre entreprise avant même de la posséder. Mes mains tremblaient. Pas de peur cette fois, mais de rage. Elle va détruire tout ce que maman a construit. Tout ce que j'ai construit. Elle le fera, Vance a dit, à moins que vous ne l'arrêtiez. J'ai regardé les photos. Puis j'ai regardé le coffre-fort mural où je gardais l'enveloppe bleue de maman. Ne l'ouvre pas avant d'en avoir besoin. Je me suis dirigé vers le coffre-fort. J'ai composé le code, l'anniversaire de maman. La porte s'est ouverte en cliquant. J'ai sorti l'enveloppe bleue. Elle sentait la lavande, son parfum préféré. Je l'ai déchirée. Il y avait une seule feuille de papier écrite de sa main tremblante et mourante, et une clé USB. Mon très cher William, si tu lis ceci, cela signifie que Lucas n'a pas changé. Cela signifie que mon espoir était faux et que ta peur était juste. Je savais pour les prêts qu'il avait contractés en mon nom. Je savais pour les chèques falsifiés. Je l'ai couvert parce que je l'aimais trop pour le laisser aller en prison. C'était mon péché. Et je suis désolé de t'avoir laissé en payer le prix. Mais j'ai aussi fait mes devoirs. J'ai engagé un homme, Monsieur Torres, avant de tomber malade. Sur cette clé, tu trouveras des enregistrements. Lucas m'a avoué qu'il avait volé le fonds de pension de ton père il y a des années. Il me l'a avoué en face, William, et je l'ai enregistré. J'ai aussi la preuve qu'Isabella, ou peu importe comment elle s'appelle, accédait à mes comptes bancaires avant ma mort. J'ai laissé faire pour pouvoir suivre les adresses IP. Elle est dangereuse. Ne la combats pas avec honneur. Elle ne connaît pas l'honneur. Protège-toi d'abord. Le sauver signifie le laisser tomber. Parfois, la seule façon de sauver un homme qui se noie et qui vous combat est de le laisser couler et de ne le retirer que lorsqu'il cesse de se débattre. Fais ce que tu dois. Je t'aime, maman. Je suis resté assis là longtemps. Les larmes coulaient sur mon visage. Elle savait, elle avait joué aux échecs en mourant d'un cancer juste pour me donner une arme d'outre-tombe. J'ai essuyé mes yeux. J'ai regardé la clé USB. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Sarah. Ne va pas encore à Tokyo, ai-je dit. Nous avons du travail à faire. Quel genre de travail, a-t-elle demandé, entendant le changement dans ma voix. Nous allons restructurer, ai-je dit froidement. Nous allons leur donner exactement ce qu'ils veulent,
et nous allons nous assurer qu'il s'en étouffe. Les 72 heures suivantes furent un tourbillon de caféine, de déchiqueteuses de papier et d'intenses manœuvres juridiques. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec Sarah et Marcus, mon directeur financier. Marcus était un homme discret, grand-père de 4 enfants, qui aimait les feuilles de calcul Excel plus que les gens. Quand j'ai expliqué le plan, il n'a pas scié. Il s'est juste craqué les doigts et a dit « Allons cuisiner ». L'objectif, leur ai-je dit, en dessinant sur le tableau blanc, est une reddition stratégique. Nous devons faire passer le cabinet pour le prix tout en le transformant secrètement en bombe. Première étape, le jeu de Bonto. Hartman Design Studio LLC était la cible. C'était l'entité que Lucas poursuivait en justice. Nous avons donc enregistré une nouvelle société, Rocky Mountain Architecture Partners, RMAPAP. Nous déplaçons les actifs, Sarah a instruit. Les actifs physiques, ordinateurs, serveurs, les traceurs coûteux, nous les vendons à RMAPAP pour un prix symbolique. La dépréciation légitime le permet. Et les contrats, ai-je demandé. La bibliothèque Westfield. C'est le joyau de la couronne. Le contrat contient une clause, Marcus a souligné, tapotant son écran. Clause 14b, disposition clé. Si William Hartman n'est plus l'architecte principal, le client a le droit de résilier le contrat immédiatement. Parfait, ai-je dit. Je rédigerai une lettre de résiliation de ma part, effective au moment de ma démission. Ensuite, RMAPAP proposera un nouveau contrat à Westfield le lendemain. J'ai déjà parlé à Margaret Chin. Elle est de la partie. Elle déteste Lucas. Deuxième étape, la pilule empoisonnée. Nous devons charger l'ancienne LLC de dettes, Sarah a dit, des dettes légitimes. Le bail, Marcus a noté, le bail de cet immeuble de bureau est en cours de renouvellement. C'est un engagement de 5 ans. Une garantie personnelle est requise à moins que le signataire ne soit l'actionnaire majoritaire. Donc, si Lucas signe en tant que propriétaire majoritaire, j'ai souri. Il absorbe la responsabilité. Exactement. De plus, il y a les paiements fournisseurs en souffrance, environ $80 000 le mois prochain, et les indemnités de départ pour le personnel que nous licencions, qui sera immédiatement réembauché par RMAPAP. Nous avons construit un cheval de Troie. De l'extérieur, Hartman Design Studio ressemblait à une entreprise florissante d'1 million de dollars. À l'intérieur, c'était une coquille vide remplie de dettes, de contrats rompus et de poursuites imminentes. Troisième étape, les biens personnels. Je ne pouvais pas risquer ma maison ou mes économies personnelles. Fiducie irrévocable, Sarah a dit. Nous déplaçons votre maison, votre voiture et vos comptes d'investissement dans une fiducie gérée par un tiers. Vous perdez le contrôle direct, mais ils deviennent intouchables en cas de poursuite. Nous pouvons la dissoudre plus tard une fois que la menace est écartée. C'était risqué. Si je ratais une seule signature, je pouvais tout perdre. Mais j'avais la voix de maman dans ma tête. Ne te bats pas avec honneur. J'ai passé la dernière nuit dans mon bureau à emballer des cartons. J'ai pris les photos de Lucas et moi enfant. J'ai pris le premier dollar que j'ai jamais gagné. J'ai pris la lettre de maman. J'ai laissé tout le reste. Les chaises ergonomiques coûteuses, les imprimantes 3D, les prix, qu'ils et les meubles. Je prenais le talent. À 6 heures du matin, le jour de la réunion, je me tenais sur le balcon, regardant la ligne d'horizon de Denver. Le soleil frappait les rocheuses, les teignant de rose et d'or. Je ressentais un calme étrange. Je n'étais plus la victime. J'étais l'architecte et je venais de concevoir une prison pour mon frère. Mon téléphone a vibré. Un message de Lucas. Sois là à 9 heures précises. Ne sois pas en retard. Ou nous publierons la déclaration de l'infirmière à la presse. J'ai tapé en réponse. Je serai là. J'ai enfilé mon costume. Pas mon meilleur costume. Je voulais avoir l'air fatigué, vaincu. J'ai sauté le rasage. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. Je me suis regardé dans le miroir. L'heure du spectacle, William. Je suis allé au bureau, j'ai garé mon camion et je suis entré. L'équipe, ma vraie équipe, était déjà partie. Ils avaient débarrassé leurs affaires personnelles la veille. Le bureau semblait fantomatique. Je suis entré dans la salle de conférence. Lucas et Isabella étaient déjà là, se pavanant.
Victor Reyes arrangeait ses papiers. Tu as une sale gueule, grand frère. Lucas a ri. Finissons, ai-je marmonné, m'effondrant sur la chaise. Il était temps de déclencher le piège. La tension dans la pièce était palpable, prête à se rompre. Victor Reyes a poussé la pile de documents vers moi. Comme discuté, dit-il, sa voix onctueuse de fausse sympathie. Vous transférez 51% de vos actions à Lucas Hartmann. En échange, Lucas retire la plainte concernant le fonds fiduciaire et l'infirmière. Je demande, dis-je, regardant mes mains. L'affidavit a brûlé, dit Isabella. Elle se limait les ongles. Une fois l'encre sèche, Maria Gonzalez disparaît. Personne ne saura que vous avez abusé de votre mère mourante. J'ai serré la mâchoire. Il m'a fallu toute la force de ma maîtrise de soi pour ne pas tendre la main et effacer ce sourire narquois de son visage. Montrer plutôt que dire « me suis-je rappelé ». Montrez-leur l'homme brisé. Il y a encore une chose, dit Lucas. J'ai levé les yeux. Quoi? Je veux que la clause de non-concurrence soit étendue, dit-il, se penchant en avant. 5 ans. Tu ne peux pas pratiquer l'architecture au Colorado pendant 5 ans. Lucas, c'est ma subsistance, ai-je dit, laissant ma voix se briser. Je ne peux pas déménager. Ma vie est ici. Pas mon problème, il a haussé les épaules. Tu peux faire des burgers, ou peut-être tu peux me demander un emploi. J'aurai peut-être besoin d'un concierge. Isabella a ri. Un son tintant cruel. Et nous voulons des honoraires de consultation, a-t-elle ajouté. Pour le stress que tu nous as causé, 200 000 $ de tes économies personnelles. Je n'ai pas ce genre de liquidité, ai-je menti. Vends le camion, a-t-elle dit. Vends ta montre. Débrouille-toi. J'ai regardé la chaise vide de Sarah. J'aurais souhaité qu'elle soit là pour voir ça, pour voir la cupidité dans sa forme la plus pure. Bien, ai-je murmuré. Ajoutez-le à l'accord. Les yeux de Victor Reyes se sont illuminés. Il a rapidement griffonné un addendum sur la dernière page. Initialisé ici et ici. J'ai pris le stylo. C'était le moment, le point de non-retour. J'ai hésité. J'ai laissé ma main planer au-dessus du papier. Tu as peur? Lucas a raillé. Rappelle-toi, Will, le communiqué de presse est déjà rédigé. Architecte local accusé de maltraitance envers les personnes âgées. Il sera publié à midi si tu ne signes pas. Je l'ai regardé. J'ai essayé de trouver une trace du frère que j'aimais. L'enfant qui pleurait quand son poisson rouge est mort. L'adolescent qui me défendait quand les brutes m'appelaient un télo. Il n'était pas là. Il n'y avait qu'un homme creux dans un costume fantaisie. J'ai signé William J. Hartmann. J'ai signé le transfert d'actions. J'ai signé la démission. J'ai signé l'addendum leur promettant 200 000 $ que je ne paierai jamais. À chaque signature, je sentais une chaîne se briser. Il pensait me lier, mais il me libérait. Fini, ai-je dit, en refermant le capuchon du stylo. Lucas a arraché les papiers. Il les a tenus comme un trophée. Enfin, a-t-il soufflé. C'est à moi. C'est enfin à moi. Félicitations, monsieur le PDG, dit Isabella, l'embrassant sur la joue. Elle m'a regardé. Vous pouvez y aller maintenant. Nous avons de la redécoration à faire. Ce bureau est trop rustique. Je me suis levé. Les clés sont sur la table. Je me suis tourné pour partir. Et, Will, Lucas m'a appelé. Je me suis arrêté à la porte. N'attends pas d'invitation au mariage, dit-il. Nous ne voulons que des gens qui ont réussi. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement sorti. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro de Sarah. C'est fait, ai-je dit. Ils ont tout signé. Ont-ils lu l'annexe concernant la prise en charge de la dette, a-t-elle demandé. Non. Ils ont à peine regardé les pages. Bien, Sarah a dit. Je dépose les papiers auprès du secrétaire d'État en ce moment même. À partir de cet instant, Lucas est le propriétaire légal de toutes les responsabilités de Hartmann Design Studio, et j'envoie l'avis de résiliation à Westfield. Fais-le, ai-je dit. Je suis allé à mon camion.
Je ne me sentais plus triste. Je me sentais dangereusement exalté. Cette nuit-là, je n'ai pas fêté. Je ne suis pas sorti. Je suis rentré chez moi, j'ai éteint toutes les lumières et je me suis assis sur mon balcon, regardant les lumières de la ville. Je savais ce qui se passait de l'autre côté de la ville. Lucas et Isabella faisaient probablement sauter le champagne. Ils cherchaient probablement des manoirs sur Zillow. Ils appelaient probablement leurs amis pour se vanter de m'avoir finalement vaincu. Ils n'avaient aucune idée que le compte à rebours touchait à zéro. Le lendemain matin, le soleil s'est levé, éclatant et clair. C'était une journée parfaite au Colorado. J'ai fait du café, du bon café, un mélange éthiopien. Je me suis assis sur mes meubles de patio, pieds nus. À 8h du matin, la journée de travail a commencé. À 8h01 du matin, Margaret Chin a envoyé un email à l'adresse officielle de Hartman Design Studio, que Lucas contrôlait maintenant. Objet, résiliation de contrat, projet bibliothèque Westfield. Cher Monsieur Hartman Lucas, conformément à la clause 14b faisant référence au départ de l'architecte principal William Hartman. Westfield Développement exerce son droit de résilier notre accord avec effet immédiat. Veuillez cesser tout travail. Nous exigerons un remboursement de la compte initiale de $150 000. C'était le premier domino. À 8h15 du matin, le système automatisé du propriétaire a envoyé une notification. Rappel de loyer, $32 000 dû dans les 48 heures. Veuillez noter que la garantie personnelle est maintenant attachée à l'actionnaire majoritaire, Lucas Hartman. Deuxième domino à 8h30 du matin. La société de paie a envoyé une alerte. Fonds insuffisants. Le compte d'exploitation pour la paie est à découvert de $12 000. Veuillez déposer des fonds immédiatement pour éviter des pénalités légales. Parce que j'avais légalement transféré l'argent liquide à la nouvelle entreprise en tant que frais de consultation pour clôturer les anciens projets avant ma démission. Et puis à 8h45 du matin, le FBI a frappé à une porte, pas la mienne. J'avais donné la clé USB, celle avec les preuves de maman de la fraude filaire et du vol d'identité d'Isabella, à Vance. Vance l'avait donnée à ses contacts au bureau. Mais je vais trop vite. À 9h du matin, mon téléphone a sonné, Victor Reyes. Le cri était viscéral. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était le son d'un homme qui réalisait que sa carrière était terminée. Tu nous as trompés, a-t-il crié. Cette entreprise est insolvable. Ce n'est rien d'autre que de la dette. Je ne t'ai pas trompé, Victor, ai-je dit calmement. J'ai fourni une documentation complète. Tu es avocat. N'as-tu pas fait preuve de diligence raisonnable? Tu as caché les actifs. J'ai vendu les actifs à un tiers à la juste valeur marchande pour payer les coûts opérationnels en souffrance. J'ai récité le script que Sarah avait écrit. Tout est dans le grand livre. Le client a annulé, a-t-il hurlé. Westfield a annulé. Eh bien, ils m'ont embauché, ai-je dit. Pas le cabinet. Ils voulaient un architecte, pas un escroc. Je vais vous poursuivre en justice. Avec quel argent, ai-je demandé. Lucas n'a pas d'argent. Le cabinet n'a pas d'argent. Et vous, Victor, venez de conseiller à votre client de signer un document assumant $400 000 de responsabilités immédiates. Je pense que vous devriez vous inquiéter d'une action en responsabilité professionnelle. J'ai raccroché. 5 minutes plus tard, Lucas a appelé. J'ai hésité à répondre, mais j'avais besoin de l'entendre. J'avais besoin d'une clôture. Will. Sa voix n'était pas en colère. Elle était petite, terrifiée, comme quand nous étions enfants et qu'il avait cassé le vase préféré de maman. Will, le FBI est là. Ils arrêtent Isabella. J'ai siroté mon café. Je sais. Ils prennent la Porsche. Ils gèlent tout. Eh bien, ils posent des questions sur l'argent. Sur la maison de maman. Je leur ai donné la vidéo, Lucas, ai-je dit doucement. Silence. Un silence lourd et suffocant. Tu m'as dénoncé. Non, tu t'es dénoncé toi-même quand tu as regardé cette caméra et ri de notre mère décédée. Will, s'il te plaît, tu dois m'aider. Il parle de prison. Prison fédérale. Je ne peux pas aller en prison. Je suis ton frère. Tu étais mon frère, ai-je dit, maintenant tu n'es qu'une leçon que j'ai dû apprendre.
Will, ne raccroche pas Will, s'il te plaît. Je suis désolé. Je vais le résigner. Reprends le cabinet. Je n'en veux pas. Je l'ai dit. J'en ai construit un nouveau. Un meilleur. Will. J'ai mis fin à l'appel. Puis j'ai bloqué le numéro. Je suis resté assis là longtemps, écoutant les oiseaux gazouiller. L'air était plus propre, plus léger. C'était fini. La sangsue était partie. La menace était neutralisée. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce que la justice dans le monde réel ne consiste pas seulement à gagner. Il s'agit de ce que vous construisez à partir des cendres. Et ce qui s'est passé ensuite, le procès, la condamnation, et le moment étrange et calme au cimetière un an plus tard. C'est la partie qui m'a appris ce que le pardon signifie vraiment. 3 mois se sont écoulés entre le matin où Victor Reyes a hurlé dans mon téléphone et le jour où je suis finalement entré au tribunal fédéral du centre-ville. Ces 3 mois ont été une leçon magistrale de chaos contrôlé. Tandis que Lucas et Isabella se noyaient dans le tsunami légal et financier que j'avais déchaîné, je construisais tranquillement quelque chose de réel. Rocky Mountain Architecture Partners n'était pas seulement un nouveau nom. C'était une nouvelle philosophie. Nous nous sommes installés dans un entrepôt réaffecté dans le quartier des Arts. Briques apparentes, au plafond, beaucoup de lumière naturelle, pas de table en acajou, pas de prétention, juste des architectes faisant le travail que nous aimions. Nous avons réembauché toute l'équipe. Julie, ma réceptionniste, a pleuré quand je lui ai remis le nouveau contrat avec une augmentation de 5%. Margaret Chin et Westfield nous ont soutenus, non seulement par loyauté, mais parce qu'ils connaissaient la qualité de notre travail. Nous avons commencé les travaux sur le projet de la bibliothèque 2 semaines après l'effondrement de l'ancien cabinet. Mais tandis que ma vie professionnelle s'envolait, l'ombre du procès planait sur tout. L'acte d'accusation fédérale était un document lourd, fraude par virement, vol d'identité, abus envers les personnes âgées, complot en vue de commettre un larcin. Le FBI ne plaisantait pas car Isabella avait franchi les frontières de l'État avec des fonds volés et utilisé Internet pour commettre ses crimes. Les fédéraux avaient compétence. Je me souviens avoir monté les marches de granit du palais de justice. L'air était vif, ce ciel bleu spécifique du Colorado au-dessus qui rend tout net et en haute définition. Sarah marchait à côté de moi, ses talons claquant rythmiquement sur la pierre. « Vous êtes prêt pour ça ?» a-t-elle demandé, ajustant sa mallette. « Vous n'avez pas besoin de rester pour toute la procédure, William. Vous pouvez donner votre témoignage et partir. »« Je dois le voir, » ai-je dit. « Je dois voir la fin de l'histoire. » La salle d'audience était glaciale. Elle sentait le cirage et le vieux bois. Je me suis assis au dernier rang. Quand l'huissier a annoncé les accusés, j'ai retenu mon souffle. Isabella a été amenée la première. Elle avait l'air diminuée. Les vêtements de marque avaient disparu, remplacés par une combinaison standard. Ses cheveux, habituellement une cascade de perfection brillante, étaient tirés en un chignon désordonné. Mais ses yeux étaient les mêmes. Froid, calculateur, balayant la pièce à la recherche d'une sortie qui n'existait pas. Puis vint Lucas. Le voir m'a brisé le cœur à nouveau. Il avait perdu du poids. Il avait l'air gris, tremblant légèrement en s'asseyant à la table de la défense. Il ne ressemblait plus à l'homme arrogant qui avait exigé que je lui cède mon héritage. Il ressemblait à un enfant effrayé qui s'était fait prendre à jouer avec des allumettes, pour réaliser qu'il avait incendié tout le quartier. Le procès a duré 2 semaines. J'ai témoigné le 3e jour. Monsieur Hartman, a demandé le procureur. Pouvez-vous expliquer au jury pourquoi vous avez cédé votre entreprise à votre frère? Je l'ai cédé parce que je n'avais pas le choix, ai-je dit, regardant directement le jury. Et parce que je savais que c'était le seul moyen de les empêcher de me saigner à blanc. Je ne pouvais plus le sauver de lui-même. Je devais le laisser avoir exactement ce qu'il voulait pour lui montrer. C'était sans valeur sans le travail derrière. L'avocat de la défense d'Isabella a tenté de me présenter comme le méchant. Le grand frère manipulateur qui a orchestré la situation pour les piéger. Mais les preuves étaient accablantes. La vidéo du cambriolage, les virements bancaires, la fausse facture de cure de désintoxication. Mais la vraie bombe, celle qui a brisé le peu d'affection qui me restait pour mon frère, n'est tombée qu'au moment de la condamnation. Lucas avait conclu un accord de plaidoyer en échange d'une peine réduite.
Il a accepté de témoigner contre Isabella concernant l'étendue complète de ses stratagèmes. J'étais assis au premier rang ce jour-là. Lucas a pris la barre. Il ne me regardait pas. Monsieur Hartmann, a dit le procureur, vous avez déclaré dans votre déposition que Madame Voronova, que vous connaissiez sous le nom d'Isabella Cruz, a influencé vos décisions concernant les soins de votre mère. Pouvez-vous élaborer? Lucas a avalé difficilement. Il a regardé Isabella. Elle le fixait. Un regard de pur venin. Elle m'a dit que l'héritage était le seul moyen pour nous d'être heureux, Lucas a marmonné. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Elle a dit que nous avions besoin de l'argent maintenant, Lucas a dit, sa voix tremblante. Elle a dit que maman prenait trop de temps. Un halètement a traversé la salle d'audience. J'ai senti le sang se vider de mon visage. Dans la nuit du 14 février, a poursuivi le procureur, consultant un dossier. Votre mère a fait un épisode cardiaque, un événement mineur qui a précédé sa mort de 2 mois. Vous étiez à la maison, n'est-ce pas? Oui, Lucas a murmuré. Et qu'avez-vous fait? J'ai voulu appeler le 911, a dit Lucas, des larmes commençant à couler sur son visage. J'ai pris le téléphone, mais Isabella, elle était là. Elle a posé sa main sur mon bras. Mes mains ont serré le banc en bois devant moi si fort que j'ai cru qu'il allait se fendre. Qu'a-t-elle dit, Lucas? Elle a dit, Lucas a sangloté. Elle a dit, attends juste 10 minutes. Si c'est son heure, c'est son heure. N'interfère pas avec le destin, Lucas. Pense à l'argent. Pense à nous. Et avez-vous attendu? J'ai attendu, Lucas a pleuré. J'ai attendu 15 minutes avant d'appeler. Les médecins ont dit, ils ont dit que les dommages à son muscle cardiaque dus au retard l'avaient affaibli. C'est pourquoi elle n'a pas pu combattre le cancer à la fin. C'est pourquoi elle est morte si vite. Je ne pouvais plus respirer. La pièce tournait. Ce n'était pas seulement de la cupidité. Ce n'était pas seulement du vol. Il l'avait tuée. Peut-être pas légalement un meurtre. Il est difficile de prouver un négatif. Difficile de prouver qu'appeler le 911 plus tôt aurait sauvé une femme atteinte d'un cancer du pancréas. Mais moralement, il l'avait laissé souffrir. Il l'avait regardé se serrer la poitrine et halter. Et ils avaient regardé une horloge, comptant les minutes jusqu'à ce qu'il puisse mettre la main sur son argent. Et mon frère, mon propre frère, était resté là et avait laissé faire. Je me suis levé. Je ne pouvais pas écouter un mot de plus. Sarah m'a attrapé le bras. William, où vas-tu? J'en ai fini, ai-je dit, ma voix sonnant creuse à mes propres oreilles. J'en ai fini avec lui pour toujours. Je suis sorti de la salle d'audience dans le couloir lumineux. Je n'ai pas pleuré. Je crois que j'étais au-delà des larmes. J'ai ressenti une clarté froide et dure s'installer dans ma poitrine, comme du béton prenant dans des fondations. Isabella a été condamnée à 12 ans de prison fédérale. Le juge l'a qualifiée de prédatrice de la plus haute catégorie. Lucas a eu 4 ans. L'accord de plaidoyer l'a sauvé d'une décennie derrière les barreaux, mais il ne l'a pas sauvé de la vérité. Le juge a ordonné une cure de désintoxication obligatoire et une restitution. Bien que tout le monde sache qu'il ne pourrait jamais rembourser ce qu'il avait volé. Alors que les huissiers l'emmenaient menotté, il m'a finalement regardé. Il m'a regardé avec ses yeux implorants et humides, murmurant le mot « pardon ». Je n'ai rien murmuré en retour. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas secoué la tête. J'ai juste tourné le dos et suis sorti par les doubles portes parce que maman avait raison. Se protéger est la plus haute forme d'amour. Et parfois, le pardon ne consiste pas à laisser quelqu'un revenir. Il s'agit de laisser tomber la colère pour ne plus avoir à la porter. Mais laisser tomber la colère ne signifie pas que vous devez reprendre la relation. Je suis allé directement au bureau. Je suis entré dans l'atelier où mon équipe discutait des plans pour un nouveau centre communautaire. Le bruit de leur débat, l'odeur du café, le froissement du papier. C'était la chose la plus belle que j'ai jamais entendue. Et, Will, Marcus a appelé. Nous sommes bloqués sur l'entrée. Est-ce que nous optons pour le porte-à-faux ou l'arche? J'ai enlevé ma veste, j'ai retroussé mes manches et je me suis dirigé vers la table. Regardons les fondations, ai-je dit. Si les fondations sont solides, nous pouvons construire ce que nous voulons. 1 an plus tard,
la neige fraîche recouvrait le sol du cimetière de Crownhill. C'était cette neige lourde et humide qui couvre tout de silence. J'y marchais en craquant, mes bottes laissant des traces profondes, tenant un bouquet d'iris violet enveloppé dans du papier craft. Les fleurs préférées de maman. Je n'étais pas venu ici depuis 6 mois. La vie avait été bien remplie. Bien occupée. RMAPAP était florissante. Nous venions de remporter un prix de design durable pour la bibliothèque Westfield, qui était enfin ouverte au public. J'avais aussi rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Claire. Elle était architecte paysagiste. Elle comprenait les longues heures, l'obsession des lignes et de la lumière. Nous y allions doucement, construisant des fondations avant de nous soucier de la façade. J'ai atteint la pierre tombale. Eleanor Hartman. Mère bien-aimée. J'ai balayé la neige du granit. Et, maman, ai-je murmuré. J'espère que tu reposes en paix. La maison est vendue. Un jeune couple sympathique l'a achetée. Ils vont y élever des jumeaux. Je pense que tu les aimerais. J'ai déposé les fleurs contre la pierre. J'ai commencé la fondation. Je lui ai parlé de la bourse Eleanor Hartman pour les femmes dans le design. Nous avons remis nos 3 premières bourses la semaine dernière. Tu aides les gens, maman. Tu continues de bâtir. Je suis resté là un instant, écoutant le vent dans les arbres dénudés. J'ai ressenti une paix qui m'avait manqué si longtemps. Le fantôme de l'enfant prodige ne me hantait plus. La culpabilité d'être celui qui avait survécu, celui qui avait réussi, avait disparu. Puis j'ai entendu le craquement de la neige derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Au début, je savais qui c'était. J'avais reçu la lettre de la commission de libération conditionnelle un mois auparavant. Lucas avait été libéré plus tôt dans un foyer de réinsertion pour bonne conduite et achèvement du programme intensif de lutte contre la toxicomanie. Et, Will. La voix était rauque, plus âgée. Je me suis retourné lentement. Lucas se tenait à environ 3 mètres de moi. Il avait l'air différent. La coupe de cheveux chers avait disparu, remplacée par une simple coupe à la tondeuse. Il portait un lourd manteau de travail et des bottes robustes, le genre que l'on porte quand on travaille vraiment pour gagner sa vie, pas quand on fait semblant. Il avait l'air fatigué, usé, mais ses yeux étaient clairs. Le regard maniaque avait disparu. Lucas, ai-je dit. Ma voix était neutre, ni chaude, ni froide, juste un fait. Il ne s'est pas approché. Il savait mieux que ça. Il a déplacé son poids, regardant la tombe, puis de nouveau moi. Je ne savais pas si tu serais là, dit-il. J'ai pris le bus. C'est une longue marche depuis l'arrêt. Oui, c'est vrai, ai-je acquiescé. Je travaille, dit-il. Une note de fierté désespérée dans sa voix. L'équipe de charpentiers, c'est un travail difficile. J'ai des ampoules aux mains. Il les a levées. Elles étaient rugueuses, coupées, mais c'est de l'argent honnête. Pour la première fois. C'est bien, Lucas. Je suis content. Je suis propre, Will. 1 an de sobriété la semaine prochaine. Continue comme ça, ai-je dit. Pour toi-même. Il m'a regardé, cherchant quelque chose. Le pardon, un câlin, une invitation à dîner, une offre de revenir au cabinet. Je suis désolé, il a étouffé. Je sais que je l'ai dit au tribunal, mais je dois le dire ici devant elle. Devant toi. Je suis tellement désolé, Will, pour tout. Pour l'argent, pour les mensonges, pour la nuit où elle est morte. Je l'ai regardé. J'ai vu le remords. Je l'ai cru réel. Il avait tout perdu pour se retrouver. Je te pardonne, Lucas, ai-je dit. Ses épaules se sont affaissées de soulagement. Il a fait un demi-pas en avant. Cela veut dire quoi, a-t-il commencé. Je te pardonne, ai-je répété, affermissant ma voix. Je ne porte plus la haine, mais cela ne signifie pas que tu auras une place à ma table. Il s'est arrêté. L'espoir dans ses yeux s'est estompé, remplacé par une triste compréhension. Nous ne sommes plus ennemis, lui ai-je dit. Mais nous ne sommes pas partenaires. Nous ne sommes pas amis. Tu as choisi ton chemin et il t'a éloigné de moi. J'ai construit une nouvelle vie, Lucas, et elle a des murs. Non pas pour empêcher les gens d'entrer,
mais pour maintenir la structure en sécurité. Tu as brisé les fondations une fois. Tu n'auras pas l'occasion de le faire à nouveau. Il a hoché la tête lentement. Il a baissé les yeux sur ses bottes. Je comprends. Je le fais. Je te souhaite bonne chance, ai-je dit. Vraiment, j'espère que tu construiras une bonne vie. Mais tu dois la construire toi-même. Je le ferai, a-t-il murmuré. Au revoir, Lucas. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti du cimetière vers mon camion où le chauffage m'attendait. Je ne me sentais pas lourd. Je me sentais léger. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être l'architecte de ma famille, à essayer d'étayer des poutres pourries, à essayer de réparer des toits conçus pour fuir. J'avais essayé de sauver tout le monde sauf moi-même. Mais maintenant je comprenais. Vous pouvez concevoir le plus beau bâtiment du monde, mais si les gens à l'intérieur essaient de le brûler, vous devez sortir. Vous devez le laisser s'effondrer. Et ensuite, vous devez reprendre vos outils, trouver un nouveau terrain et recommencer. Je suis monté dans mon camion et j'ai démarré le moteur. La radio jouait une chanson de rock classique. J'ai passé la vitesse et j'ai roulé vers la ville, vers l'horizon où mon bâtiment se dressait fièrement contre les montagnes. J'étais William Hartman. J'étais un architecte. Et pour la première fois de ma vie, le plan que je suivais était le mien. Amis, l'histoire de William et Lucas est fictive. Mais la douleur qu'elle représente est bien trop réelle pour des millions de personnes. Nous parlons souvent d'abus physiques ou de manipulation émotionnelle, mais l'abus financier au sein des familles est une épidémie silencieuse. Il prospère dans l'ombre du devoir et de la loyauté. Ce que William a vécu est un exemple classique de l'erreur des coûts irrécupérables dans les relations. Il a continué à investir de l'argent, de l'émotion, du temps dans son frère, pensant que s'il donnait juste un peu plus, il pourrait le sauver. Mais la dure vérité que je veux que vous reteniez aujourd'hui est la suivante, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui tire activement profit de sa propre destruction. Les limites ne sont pas des punitions. Quand William a finalement coupé les ponts avec Lucas, ce n'était pas un acte de cruauté. C'était un acte de survie. Et plus important encore, c'était la seule chose qui a réellement forcé Lucas à changer. Le fait de faciliter n'est pas de l'amour. C'est juste payer le poison. Je veux vous entendre. Avez-vous déjà été le William de votre famille? Avez-vous déjà eu à faire le choix déchirant de couper les ponts avec un enfant prodige ou un membre toxique de votre famille pour vous sauver? Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, si elle vous a aidé à voir votre propre situation un peu plus clairement, s'il vous plaît, faites-moi une faveur. Écrivez le mot bien dans les commentaires ci-dessous. C'est un petit geste, mais cela me dit que ces leçons sont comprises et cela aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui pourraient être piégées dans la même obscurité que William. Protégez votre paix. Construisez vos propres fondations et rappelez-vous que vous êtes l'architecte de votre propre vie. Personne d'autre ne tient le stylo. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.